Alors, je vais vous parler un peu de résultats très préliminaires, certes, mais intéressants quand même, sur le projet Krachitov-Beka. Bon, moi je ne fais que présenter, le travail il est fait par Loï, qui est ma doctorante, et par Hervé Chaudet, qui comprend ce que Loï fait. Moi je ne fais que mettre en scène. Alors, donc, le Krachitov-Beka, l'idée, c'est qu'on pense, c'est pas moi qui pense, mais on pense que le crachat, l'expectoration, contient des protéines, à la fois provenant de l'épithélium bronchique, des cellules inflammatoires ou par exsudation plasmatique, et que cette composition en protéines reflète l'état global du poumon. Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'un crachat, c'est facile à obtenir, il n'y a pas besoin de méthode invasive, donc c'est un produit sur lequel on peut travailler. Alors ça a donné lieu à pas mal de travaux de protéomique des crachats, essentiellement dans les affections respiratoires comme l'asthme, les BPCO, les cancers du poumon. L'idée n'est pas vraiment neuve, parce que si on regarde l'excellent traité du professeur Chaumel de 1856, on peut avoir le plaisir de lire 14 pages de description minutieuse des expectorations, exputations, crachements, sputations et éternuements, dont la fameuse pituite diffluente de la tuberculose. Et Chaumel nous dit, en gros, il y a une corrélation entre l'aspect du crachat, mais aussi ses propriétés physico-chimiques, avec les moyens de l'époque, et le diagnostic étiologique. Alors, est-ce qu'on a fait de la protéomique sur les crachats de tuberculose? Pas grand-chose. Il y a quand même ce papier publié en 2012 par une équipe chinoise qui a comparé 65 tuberculoses confirmées avec 38 témoins sains, donc des gens qui n'étaient pas malades du tout, et il constate qu'il y a certaines protéines qui sont up-régulées ou down-régulées en fonction du diagnostic. Et puis un deuxième papier qui est peut-être à prendre avec plus de recul, c'est un papier d'une équipe indienne. J'ai rien contre les Indiens, mais parfois les résultats sont assez surprenants. Et c'est une petite étude avec 16 tuberculoses et 16 contrôles qui, cette fois, sont malades, soit d'asthme, bronchite chronique, cancer, pneumonie. Et là aussi, ils mettent en évidence des différences dans le protéome des crachats en fonction de tuberculose ou pas tuberculose. Donc l'objectif du travail en cours, c'est d'essayer d'identifier une signature protéique dans le crachat, dans l'expectoration, en faisant un MALDI-TERF directement sur le crachat. Et on compare donc des patients qui ont une tuberculose confirmée avec des patients chez qui la tuberculose a été exclue. Donc on a travaillé sur les patients hospitalisés à l'IHU avec une suspicion de tuberculose, et on a recueilli un certain nombre de variables cliniques, microbiologiques, radiologiques, etc. et fait un MALDI. Donc en gros, les patients hospitalisés pour tuberculose possible, soit parce qu'il y a un contexte épidémique, soit parce qu'il y a des signes cliniques évocateurs, ont le diagnostic de tuberculose par les méthodes habituelles, ce qui permet de faire deux groupes, ceux pour qui on a une tuberculose documentée et ceux chez qui elle est exclue. Et dans ce groupe de patients non tuberculeux, il y en a deux types. Il y a ceux qui ont une infection respiratoire qui n'est pas tuberculeuse, et ceux qui n'ont pas d'infection respiratoire, pas de tuberculose. Ce sont des gens, par exemple, qui ont simplement une perte de poids, fatigue, ou qui ont été au contact d'un patient confirmé. Donc, on a travaillé, parce que ça se fait au P3, donc on ne peut pas faire autrement, on a congelé les crachats, puis ensuite on a fait soit un MALDI-TOF directement, c'est le MALDI-TOF à la hussarde, je dirais, sans préliminaire, ou bien on a fait une autre version, c'est enregistré, j'aurais pas dû dire ça, et soit on a fait une autre version avec plus de préliminaires, où on a fait une extraction protéique, de manière à diluer, ou enfin à ajuster la concentration à 2 mg par millilitre avant de faire le MALDI. L'extraction, c'est simplement l'utilisation d'une protéase, le DTT, qui est ensuite arrêté avec un inhibiteur. On sonique, on filtre, on centrifuge et on récupère le culot.
La spectrométrie a été faite sur le microflex. Après, le reste, c'est Hervé qui sait. Donc, il analyse les spectres avec des méthodes surprenantes que lui seul comprend. Et en gros, il y a deux manières de... ce que j'ai compris, c'est qu'il y a deux manières de faire. Soit on prend l'ensemble du spectre, soit on sélectionne les pics qui sont les plus discriminants. Et on se focalise sur l'analyse de cette sélection de pics. Alors voilà les premiers résultats. Donc on a inclus 21 tuberculoses confirmées, 16 contrôles qui n'ont pas de symptômes respiratoires et 18 infections respiratoires non tuberculeuses. Bon, ce n'est pas très intéressant. En gros, ce sont plutôt des hommes. Il y a une prévalence assez élevée de pathologies respiratoires chroniques, d'immunosuppression. Les symptômes sont classiques de la tuberculose. On va passer là-dessus. Ce n'est pas très intéressant. Ça, c'est ce qu'on a trouvé chez les pneumopathies non tuberculeuses. Alors, il y a le portage nasopharyngé par PCR qui ne peut peut-être pas dire grand-chose, sauf pour les pneumocystis. On peut peut-être en tirer des conclusions. Les cultures, malheureusement, il n'y en a qu'une qui a poussé à pneumocoque. Il y a aussi une hémoculture à pneumocoque et puis quelques diagnostics sur les antigénuries. Mais bon, en fait, les pneumopathies ne sont pas souvent documentées. Donc, je vais vous montrer d'abord ce que donne le MALDI à la hussarde, direct. Et voilà, alors c'est assez joli parce que vous voyez en rouge, c'est les tuberculoses confirmées et elles clusterisent toutes d'un côté par rapport au contrôle, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de signes pulmonaires, sauf un cas de tuberculose qui nous emmerde un peu là, qui est parmi les autres. Mais bon, on a une jolie séparation, rien qu'en faisant directement le MALDI-TOF sur les crachats. Et alors ça, c'est toujours les mêmes tuberculoses, avec cette fois les pneumopathies, suspicion de tuberculose avec signes cliniques, mais qui n'en sont pas. Et c'est un peu moins joli, mais on a quand même toujours un groupe qui clusterise là, sur la gauche de l'écran, et puis un groupe au milieu où il n'y a que des non-tuberculeux, et le reste c'est un peu mélangé. Ensuite, je vous montre les résultats du MALDI-TOF avec extraction de protéines, parce qu'on pensait que ça serait peut-être plus efficace. Pour la comparaison des tuberculoses avec les contrôles, c'est pareil, ça ne change rien. Hein, on a le même type de résultat. Par contre, quand on regarde les tuberculoses versus les pneumopathies non tuberculeuses, c'est beaucoup plus joli, parce que là, cette fois, toutes les tuberculoses sont regroupées, et tous les contrôles sont de l'autre côté, à part deux contrôles qui font chier, parce qu'il faut bien qu'il y en ait. Voilà, donc ça, c'est les résultats qu'on a obtenus sur les tuberculoses. Il n'y en a pas beaucoup, il faut continuer à inclure pour voir ce que ça va donner, mais c'est quand même intéressant. Je vais vous montrer, bon je vous préviens, c'est moins excitant, mais je vais vous montrer ce que donne le projet Krachitov Pneumonie, donc sur des pneumopathies non tuberculeuses. Donc c'est un peu la même idée, on part de l'hypothèse que le protéome, le sputome, peut varier en fonction des pathogènes responsables, mais aussi peut-être en fonction de l'expression clinique. Donc l'idée est là encore d'identifier une signature protéique. On a travaillé de la même manière sur les patients hospitalisés à l'IHU, mais aussi sur des patients de Nice, donc on reçoit des prélèvements congelés. Et puis on a la même démarche d'analyser de manière très précise les dossiers cliniques. On a travaillé à la fois sur des crachats à l'état frais, parce que là on n'est pas en P3, ou sur des crachats congelés pour voir si la congélation changeait quelque chose. Et puis, comme les crachats sont frais, on peut les regarder au microscope et vérifier leur qualité, s'assurer que ce n'est pas de la salive. Et tout ce qui est salive, on l'a éliminé et ce n'est pas inclus dans ce que je vous montre. Donc pour l'instant, on a 53 pneumopathies. Bon, là encore, il y a une prédominance masculine. Ce qui est intéressant peut-être, c'est qu'il y a à la fois des pneumopathies lobaires et des pneumopathies diffuses, quelques cas de pleurésie associés aux pneumonies. Et puis, on a documenté le score de sévérité pour voir si le Krachitov corrélait avec ça. Là encore, on a des résultats de PCR qui montrent du portage.
et puis quelques cultures positives, mais c'est pas très excitant. Il y a du candida qui pousse, je ne sais pas trop ce qu'on peut en conclure. Parfois d'autres pathogènes, mais qui sont également, ils font partie de la flore, donc quelle conclusion on peut tirer de ça, je ne suis pas convaincu. Donc là encore, pas tellement de pneumopathie documentée malheureusement. Alors voilà ce que donne sur les premiers échantillons la comparaison du Krachitov fait directement sur l'expectoration ou après congélation. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne change rien. Donc on peut congeler et travailler tranquillement en différé sur des prélèvements qui peuvent venir d'ailleurs, comme ceux de Nice. On s'en fout, ça ne va pas modifier le résultat du Krachitov. Déjà, c'est un premier point. Ensuite, si on regarde la distribution, le dendrogramme de ces 53 cas de pneumopathie, on a l'impression qu'il y a, il y a au moins 2 groupes, ça paraît assez clair, peut-être 3, peut-être que le groupe du haut peut être scindé en 2. Après, c'est une histoire de, Hervé en parlerait mieux, mais c'est une histoire de curseur, ça dépend où on met le curseur. On peut comme ça faire apparaître des arbres ou disparaître. Pas très écologique. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est de regarder s'il y a des facteurs démographiques ou cliniques qui corrèlent avec cette clusterisation. On a regardé le sexe, et bien, il n'y a rien, ça ne corrèle pas. L'âge, en comparant les vieillards de plus de 60 ans, j'ai encore 3 ans pour le dire, j'en profite, avec les jeunes gens fringants de moins de 60 ans, et bien, il n'y a pas de différence non plus. Donc, c'est pas lié. On a regardé le terrain, les BPCO, ceux qui fument, ceux qui ont une immunosuppression, c'est pareil. On n'a pas vu de différence significative. On a regardé la présentation radiologique, le score de sévérité, le type de pneumopathie, à savoir communautaire ou nosocomiale, les exacerbations de BPCO, même chose, il n'y a rien qui apparaît très clairement. Donc c'est un peu décevant, quoi. On a regardé aussi le temps entre le début des signes cliniques et le prélèvement qui a servi au Krachitov. Je me disais peut-être que si on est longtemps dans l'évolution clinique ou précoce, ça va peut-être changer quelque chose. Eh bien non. Quand on est dans les 7 premiers jours ou au-delà, ça ne change rien. Voilà, puis le dernier point, c'est la microbiologie. Donc c'est pareil, que ce soit pour les PCR de portage nasopharyngé, les cultures d'expectoration ou l'antigénurie, on n'a pas de pattern, de schéma vraiment évident qui peut expliquer nos 2 ou 3 clusters. Donc voilà, on en est là. La deuxième partie, elle est un peu décevante, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de diagnostics unitaires. Par exemple, les pneumonies à pneumocoque, il y en a 2 ou 3, pas plus. Donc je me dis que peut-être que si on arrive à en rentrer 10 ou 15, on va voir apparaître quelque chose. J'essaye de garder l'espoir. Donc ce qu'on peut conclure, enfin ce que moi je conclus, c'est que le mal-dit sur les tuberculoses semble en première analyse être discriminant pour tuberculose versus pas tuberculose. Il en faut plus, mais ça a l'air assez prometteur. Par contre, le reste, pour l'instant, les pneumonies bactériennes, qu'elles soient documentées ou non, pour l'instant, je n'ai pas vu de différence en fonction ni de la clinique, ni de la sévérité, ni de la microbiologie. Voilà, c'est tout.